la Turquie est isolée. Il faut même le dire, la Turquie est affaiblie par rapport à ce qu'elle a pu être les années précédentes. Pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique qui s'intitule Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous nous penchons aujourd'hui sur l'hostilité renforcée, les stratagèmes médiatiques et les menaces tous azimuts du régime autoritaire du président turc Recep Erdogan pour s'opposer entre autres aux alliances énergétiques et géopolitiques contractées ces derniers mois en Méditerranée orientale et dans toute la région par Israël, avec la Grèce, Chypre et les Émirats arabes unis, voire aussi l'Arabie saoudite. Et plus généralement, nous aborderons aussi cette sorte de recherche éperdue de ces dernières semaines du régime turc pour renouer notamment avec l'Égypte et les Émirats arabes unis, voire même justement l'Arabie saoudite. Alors pour en parler en ligne avec nous, Rémi Daniel, bonjour et shalom. Bonjour, shalom. Rémi, je rappelle aux auditeurs que après être sorti de l'École normale française et avoir obtenu un diplôme à l'université Paris 1, vous avez aussi étudié à l'université turque du Bosphore à Istanbul et actuellement vous êtes chercheur à l'Institut des études nationales de sécurité, l'INS israélien de l'université de Tel Aviv et vous êtes doctorant à l'université hébraïque de Jérusalem avec comme spécialité justement les relations turco-israéliennes. Alors, bien qu'il ait prétendu en avril 2020 et à nouveau en décembre dernier que la Turquie voulait prétendument se réconcilier avec Israël, le régime autoritariste d'Erdogan, qui espère encore un certain nombre d'ouvertures le concernant, a envoyé le 15 mars dernier à la Grèce et à Israël une note diplomatique très sèche et menaçante exigeant de ces deux pays qu'ils demandent, je cite, sa permission avant d'entamer leurs travaux communs visant à établir des liens énergétiques, électriques et de gazoducs, en fait sous-marins, dans les eaux de la Méditerranée orientale. Un avertissement hostile, à peine voilé, qui faisait suite en fait aux manœuvres navales menées quelques jours plus tôt en mars, au même mois de mars, par les marines de guerre françaises, israéliennes, grecques et chypriotes, des manœuvres communes, et plus généralement, et aussi une menace qui faisait suite aux accords historique signé l'été dernier entre Israël, la Grèce et Chypre pour la construction d'un pipeline de gaz reliant l'Égypte et l'État hébreu à l'Europe du Sud. Alors le tout, ça s'inscrit dans un climat où la presse turque officielle continue de temps à autre à prétendre qu'Ankara serait toujours disposée à mener des pourparlers de réconciliation avec Israël. Des articles de propagande sont publiés régulièrement selon lesquels la Turquie donc souhaiterait réellement un changement dans ses relations jusque-là très tendues avec l'État juif. Alors Rémi Daniel, quel est exactement le sens de ce petit jeu, de cette agitation assez grotesque, il faut le dire, auquel se livre Erdogan ces derniers mois? Et plus précisément, question subsidiaire, croyez-vous pas qu'en fait que toutes ces menaces et ces contentieux qu'elle crée, ces faux appels à un rapprochement avec Israël de la part d'Ankara sont dus au fait tout simple que la Turquie se sent très isolée dans la région face aux nouvelles alliances, justement, comme je le disais tout à l'heure, contractées par Israël, aussi bien avec la Grèce en Méditerranée orientale qu'avec certains pays sunnites modérés. Est-ce que c'est la cause réelle ? Oui, alors je serais un peu plus modéré que vous sur sont vraiment des menaces, à quel point Erdogan est honnête dans ses tentatives de rapprochement. Je pense que, notamment vis-à-vis d'Israël, il y a peut-être une vraie base pour un rapprochement. Par contre, vous avez raison, je pense, dans votre analyse plus globale dans le fait que, oui, la Turquie est isolée. Il faut même le dire, la Turquie est affaiblie par rapport à ce qu'elle a pu être les années précédentes. Et je pense qu'il y a trois raisons pour cet affaiblissement et pour cet isolement. Tout d'abord, la politique qui a été choisie par Erdogan ces dernières années, qui est une politique très nationaliste, très militariste, avec des coups de force de la Turquie en Libye, en Syrie, dans l'Est méditerranéen, aussi en Azerbaïdjan. Cette politique a eu des grands succès à court terme, mais à moyen, long terme, elle a isolé la Turquie, elle a créé des frictions avec la Russie, elle a créé ces rapprochements régionaux que vous avez évoqués entre Israël et les pays arabes, entre Israël, la Grèce et Chypre. Et donc, la Turquie se retrouve en ce moment assez isolée et cet isolement est un affaiblissement. Et il y a deux autres raisons pour cet affaiblissement. Tout d'abord, le fait que Joe Biden est maintenant le président des États-Unis, un président beaucoup moins sympathique à Erdogan que ne l'a été Donald Trump. Et troisième raison qui est aussi importante, la Turquie est dans une situation économique très précaire, avec la lire turque, par exemple, qui est vraiment en chute libre ces derniers temps.
tout cela crée un contexte dans lequel la Turquie ne peut plus continuer sa politique d'affirmation par la force et elle essaye, en proposant diverses choses à ses voisins, une nouvelle politique qui joue soit le rapprochement, soit une tentative de briser les alliances qu'elle considère comme isolant la Turquie dans la région. Alors, il y a beaucoup de contradictions dans cette attitude, un peu éperdue, puisque tout en élargissant son alliance trilatérale avec la Russie et l'Iran, malgré certaines frictions, justement, que vous rappeliez avec les Russes, et en coopérant étroitement avec le Qatar, la Turquie tente toujours d'exercer son influence en soutenant le gouvernement branlant de Tripoli, en Libye, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, et en aidant en Syrie différentes forces djihadistes proches des frères musulmans, tout comme elle le fait aussi contre Israël à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza par l'intermédiaire du Hamas et d'autres groupes djihadistes extrémistes. Et ce, en prétendant vouloir, encore une fois, se réconcilier avec Israël. Et alors que le régime d'Erdogan a plusieurs fois comparé ces derniers mois et dans les dernières années Israël à l'Allemagne nazie. Alors comment ces contradictions travaillent-elles dans la région? Est-ce que ça peut durer longtemps? C'est cette espèce de double face d'Ankara? Je pense quand même que il est évident que la Turquie a choisi ces dernières années, dans les affrontements importants au Moyen-Orient, le camp des islamistes, le camp aussi des frères musulmans. En effet, elle soutient le gouvernement libyen, pas si chancelant d'ailleurs, qui est soutenu par les frères musulmans. Elle soutient le Qatar, elle soutient les djihadistes en Syrie. Elle accueille aussi, par exemple, des membres du Hamas ou des frères musulmans égyptiens à Istanbul. Donc, il y a cette ligne qui est très claire dans la politique turque. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, la Turquie a aussi des intérêts qui lui sont propres, des intérêts nationaux comme pays, et elle sait très bien mettre ses intérêts en avant. Et on peut même se poser la question, la Turquie a-t-elle vraiment choisi les islamistes par idéologie ou simplement parce que c'était les alliés les plus utiles à sa politique du moment? Et quand on regarde les intérêts turcs nationaux, en effet, la Turquie a dû faire un peu un grand écart, hein, puisque en effet, elle est alliée avec la Russie et l'Iran, certes, mais cette alliance maintenant, justement parce que la Turquie soutient les islamistes, devient très problématique en Syrie, puisque je rappelle que l'Iran et la Russie soutiennent le régime de Bachar al-Assad. Même chose maintenant que la Turquie se rapproche d'Israël, mais aussi de l'Égypte, deux pays opposés aux frères musulmans et aux branches des frères musulmans qui se situent autour d'eux. Elle doit essayer de voir comment elle joue ce grand écart. Oui, nous sommes dans un moment de tension de ce point de vue-là, et vous avez raison de le souligner. Je pense que Erdogan, avant tout, essaye d'avancer les intérêts turcs, et s'il le faut, peut-être plus discrètement que ouvertement, il saura faire des compromis dans son soutien aux frères musulmans ou aux islamistes de manière générale. Alors j'imagine que Jérusalem n'est pas dupe de ces manœuvres et de leurs motivations ambiguës de la part d'Erdogan. Alors la réaction officielle d'Israël à ces propositions de réconciliation qu'on a vu revenir à plusieurs reprises, consistait-elle donc à se méfier de ces tentatives turques et de saper ces derniers succès diplomatiques, ou est-ce qu'on laisse flotter, on n'en tient pas compte, à défaut évidemment d'y croire vraiment, parce qu'on a l'impression qu'à Jérusalem, on fait une analyse assez lucide tout de même de ces contradictions. Oui, je crois qu'en effet, surtout, il faut rappeler qu'il y a un contexte à ce rapprochement, notamment le fait qu'en 2016, Israël est allé très loin pour se rapprocher de la Turquie, puisque dans la suite de l'incident dit du Mavi Marmara, Benjamin Netanyahou avait accepté de faire des paiements, pas directement aux familles des gens du bateau du Mavi Marmara, mais à un fonds spécial. Il avait présenté des semi-excuses, donc il était vraiment allé très loin pour séduire Erdogan, et ça avait marché, puisqu'il y avait eu un accord de normalisation, mais cet accord de normalisation a duré que 2 ans, puisque lorsque Jérusalem est devenu un sujet chaud après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Trump et les manifestations à Gaza, cet accord de normalisation s'est effondré. Donc, en effet, les Israéliens se disent, bon, cette fois-ci, on ne va peut-être pas aller aussi loin que la dernière fois, puisqu'on ne sait pas à quel point nos efforts vont porter des fruits sur le long terme. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce que, en tant que personne qui étudie les relations turco-israéliennes aussi d'un point de vue historique, depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à maintenant à peu près,
Israël a toujours été prête à améliorer ses relations avec la Turquie et à faire des efforts dans ce sens-là. Et on voit aujourd'hui, en 2021, ce n'est pas le cas. Israël met des doutes, Israël a pose certaines conditions à la normalisation, notamment tout ce qui tourne autour du soutien turc au Hamas. Et là, on voit aussi qu'il y a eu un changement du rapport de force entre la Turquie et Israël, avec une Turquie affaiblie et aussi Israël qui est renforcé, notamment par les accords régionaux qu'elle a signés avec ses voisins et qu'elle essaye de conserver et qui ont plus de valeur à ses yeux qu'un rapprochement avec la Turquie. Vous l'évoquiez tout à l'heure, vous-même, il semble qu'Erdogan a eu de bonnes raisons de redouter l'arrivée en janvier dernier du président démocrate Joe Biden à la Maison-Blanche à la place de Donald Trump, qui était à la fois avec lequel il était en bonne intelligence sur pas mal de dossiers. Alors, quels sont donc justement les sujets et les dossiers du contentieux que compte rouvrir en fait Biden face à la Turquie d'Erdogan? Il y a plusieurs têtes de chapitre, semble-t-il. Oui, en effet, les relations entre la Turquie et les États-Unis auraient pu s'effondrer sous Trump si le président américain de l'époque n'avait pas vraiment personnellement fait énormément pour faire des faveurs à Erdogan. Il y a en effet plusieurs sujets qui restent. Un des sujets stratégiques importants, c'est bien entendu le fait que la Turquie ait acheté les S-400, des missiles russes, alors que la Turquie reste un membre de l'OTAN, ce qui, là encore une fois, est une contradiction dans la politique étrangère turque qui risque d'être problématique si Biden demande des comptes plus précis à la Turquie. Il y a aussi la question de la démocratie en Turquie qui a été évoquée par Joe Biden lors de sa campagne, mais on peut considérer que le président américain sera plutôt modéré sur ces questions. Par contre, il y a aussi des intérêts divergents en Syrie, et là, ça peut être très important puisque Joe Biden, par exemple, est en faveur d'un soutien plus appuyé aux Kurdes de Syrie. Et on le sait, cette question-là est une question très compliquée, très sensible pour les Turcs. Et donc, il y aurait là aussi un nouveau point de friction entre les deux pays. On a parlé aussi de l'aide de deux grandes banques turques à l'Iran ces derniers mois pour aider Téhéran à contourner les sanctions financières américaines contre justement ce pays. Alors peut-être que c'est un sujet qui est un peu minorisé parce que les États-Unis reprennent langue maintenant avec le régime des Mollahs, mais est-ce que c'est aussi du temps de Trump, ça aurait pu être une pierre d'achoppement? Est-ce que ça reste aussi encore un des dossiers brûlants? Oui, cela reste un des dossiers brûlants, mais qui est un petit peu plus compliqué à gérer dans la mesure où il s'agit d'un procès. Donc, avec la séparation des pouvoirs, le président a peut-être une marge de manœuvre un peu limitée, mais c'est vrai que même sous Trump, c'était devenu une question très importante, notamment parce que les dirigeants de ces banques sont des proches d'Erdogan. Donc, il y avait là un lien personnel important. Et il est vrai aussi qu'on sait maintenant que le président Donald Trump était intervenu personnellement pour des raisons d'ailleurs assez obscures, pour permettre à ces personnalités proches d'Erdogan d'avoir un sort plus doux que ce qui était normalement réservé par la justice américaine. Donc oui, il y a là la possibilité d'une reprise de ce procès, mais il faut le dire aussi, parce qu'il y a là d'autres acteurs, des acteurs judiciaires qui sont importants dans ce processus, il sera plus compliqué aux deux gouvernements de jouer ou les tensions ou l'apaisement sur ce dossier. Alors en ouvrant un petit peu le focus et en essayant d'avoir une photo, comme on dit en hébreu, plus large, le fait que la Turquie souhaite à présent, et c'est très récent, ça date des quelques dernières semaines, se rapprocher et même se réconcilier, en plus d'Israël, mais aussi avec l'Égypte, un pays rival auquel Ankara n'avait cessé ces dernières années de disputer le leadership du monde arabe sunnite régional. Alors est-ce que ce fait-là, ce rapprochement en cours turco-égyptien n'est pas encore une preuve supplémentaire de l'isolement du régime d'Erdogan et surtout de son usure pas seulement au plan régional, on disait qu'il était un peu au piquet, mis non pas en quarantaine, mais un peu marginalisé, mais surtout au plan, j'allais dire, intérieur, puisqu'il y a quand même un affaiblissement des pro-Erdogan dans l'opinion publique, et puis il y a surtout le secteur
les décideurs économiques et financiers qui, comme vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez signalé, voient bien qu'une politique trop dure et nationaliste nuit aux intérêts économiques et financiers du pays. Alors, est-ce que là encore, beaucoup d'experts ont été surpris par ce rapprochement entre Ankara et le Caire, enfin, qui a été en fait suscité par la Turquie, parce que c'était plutôt la guerre intersunnite, puisque, entre autres, nous le disions tout à l'heure, la Turquie n'a cessé de soutenir les frères musulmans, notamment depuis le 2013, quand elle avait soutenu le président Morsi, et puis après son départ et l'arrivée de Sisi, le soutien aux frères musulmans, c'est un acte d'hostilité ouvert à l'encontre de l'Égypte. Oui, vous avez tout à fait raison. La rivalité, d'ailleurs, turco-égyptienne est quelque chose historiquement très long et qui est devenu très important, en effet, parce que Erdogan était un grand soutien de Morsi. Et après le coup d'État de Sisi, le président égyptien est même devenu une espèce de symbole du pire dans les discours d'Erdogan. Donc oui, on est surpris par ce rapprochement. Qui est peut-être d'ailleurs plus une tentative de rompre les alliances. C'est-à-dire que là, il y a eu vraiment un bloc qui va de la Grèce aux Émirats arabes unis, ce qui commence à faire peut-être un peu beaucoup pour la Turquie. Et donc, en essayant de voir quels sont les maillons faibles de cette chaîne, la Turquie essaie de voir aussi si elle peut casser ce bloc. En ce qui concerne la politique intérieure, oui, vous avez raison de souligner que Erdogan est affaibli, notamment parce que les sondages montrent pour la première fois que à la prochaine élection présidentielle de 2023, si elles sont organisées de manière démocratique, il pourrait perdre. Oui, c'est lié au fait que la coalition d'acteurs qui soutenait Erdogan en politique intérieure est en train de s'effriter. Il perd un certain nombre des conservateurs modérés. Il perd en effet un certain nombre du milieu d'affaires qui n'est pas satisfait de ses décisions économiques. Et donc, il se concentre sur sa base nationaliste, conservatrice, religieuse. Par contre, il y a là un peu une différence entre la politique étrangère qui est apparemment adoucie et la politique intérieure où, au contraire, on voit que pour faire face à son affaiblissement, Erdogan va plutôt concentrer les pouvoirs autour de lui, à adopter une ligne plus stricte et une plus violente vis-à-vis des oppositions intérieures. Ce qui est d'ailleurs une éventuelle autre tête de chapitre que vous effleuriez tout à l'heure du contentieux avec les États-Unis. Si l'autoritarisme du régime s'accentue, ce sera aussi, notamment en ce qui concerne la liberté de la presse, une presse souvent mise sous le joug, ce sera peut-être aussi un point de friction avec Washington. Alors, une autre question et en fait une autre tête de chapitre pour nous éclairer cette fois sur les buts ultimes qui furent ceux d'Ankara qui sont toujours ceux d'Ankara face à l'Union européenne. Et j'ai une question un peu, je dirais, qui est moins d'actualité qu'il y a quelques mois, mais qui quand même reste présente, ne serait-ce que parce que la France a participé aux manœuvres navales dont je parlais tout à l'heure aux côtés de la Grèce, de Chypre et d'Israël il y a un mois. Alors pourquoi la Turquie s'est-elle livrée, voilà quelques mois, à une attaque en règle et très soutenue contre la France et contre son président Emmanuel Macron? Est-ce que Erdogan a voulu, là encore, se mettre à l'avant d'une sorte de djihad, je dirais, djihad spirituel contre les menées du gouvernement Macron qui a eu forte affaire avec l'islamisme local? Je pense qu'en fait, cette question islamiste est un peu secondaire et Erdogan ne voit pas ça forcément en termes de djihad. Encore une fois, les intérêts nationaux sont très clairs. Dans l'Est méditerranéen, la question du partage des eaux entre la Turquie, la Grèce et la République de Chypre est une vieille question, une question avant tout de souveraineté nationale. Et c'est, je pense, plutôt l'arrivée d'Emmanuel Macron qui a voulu jouer le chevalier blanc défenseur de l'Europe, qui a créé les premières tensions, avec d'ailleurs, il faut le dire, un résultat très très mitigé pour la France. Il y a en effet eu ensuite des questions sur l'islam de France, des questions sur le financement des mosquées qui ont été réutilisées par Erdogan pour se faire bien voir de sa base religieuse en Turquie. Mais je pense que sur cette question de l'Union européenne et de la France en particulier, il faut quand même dire qu'il y a là un aveu de faiblesse de la part des pays européens. La France, par exemple, n'a pas vraiment réussi à faire changer la position turque
malgré les grands coups de manche du président Macron. Et dans le dernier rapport des contacts entre la Turquie et l'Union européenne s'est dite assez satisfaite du changement de ton de Recep Tayyip Erdogan. Donc, on le voit, face à l'Europe, Erdogan est dans plutôt une position de force, notamment parce qu'il y a toujours cette menace d'ouvrir les frontières avec l'Union européenne et de faire entrer dans l'Union européenne des millions de réfugiés syriens. Et cette menace reste encore un levier important et avec assez de succès pour la politique européenne du président Erdogan. Eh bien, merci Rémi, Daniel, de toutes ces précisions en tant qu'expert des affaires turques. Merci aussi de nous avoir consacré votre temps. À bientôt, merci aux auditeurs et bonne santé à tout le monde.